débats qui agitent la capitale sont sur BFM Business. Grand Paris avec Caroline Brun. Alors ce fameux projet du Grand Paris, stop ou encore, c'est l'interrogation du moment. Je reçois pour en discuter Emmanuel Lamy. Bonjour, vous êtes le maire UMP de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Jérôme Dubu, vous êtes bonjour, le délégué général du MEDEF Île-de-France, et David de Rouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Alors vous allez nous donner tous les trois votre impression, je dirais un peu à chaud. On sait que cette semaine a été très marquée par diverses réactions des entreprises, des politiques de tous bords. Je voudrais quand même, pour commencer, vous faire entendre un petit extrait de deux personnalités de bords différents qui étaient nos grands invités en cette rentrée. Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, et André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, et puis bien sûr figure aussi de la Société du Grand Paris. Le fameux milliard. En réalité, il faut 4 milliards. La dotation donc. Pour garantir les emprunts qui permettront de financer le Grand Paris jusqu'en 2025. Pour rembourser les emprunts. Mais 1 milliard est nécessaire pour démarrer les premiers grands travaux, les acquisitions de terrain, les sondages, etc. Alors, c'est ça que nous attendons du gouvernement. J'ai été plaider ce dossier auprès de Jean-Marc Ayrault lui-même, bien sûr. Je l'ai plaidé auprès des ministres compétents. Personnellement, je pense que nous aurons un signal là-dessus positif. Et ça serait très compliqué de ne pas avoir un signal positif, parce que alors ça voudrait dire que le dossier lui-même est un petit peu remis au calendrier. En période de discussion budgétaire et dans une situation difficile, il est logique que le gouvernement, quelle qu'en soit la couleur, essaye de trouver des économies, mais je considère que le Grand Paris, c'est quand même une destination obligatoire. Que si on ne réussit pas à trouver les crédits qui nous permettront de continuer, il n'y aura pas de Grand Paris. Alors Emmanuel Lamy, il n'y aura pas de Grand Paris ? Si, il y aura un Grand Paris, c'est indispensable. Le milliard, il serait souhaitable qu'on l'ait le plus vite possible. S'il doit être décalé d'1 an, c'est un mauvais signe. Mais ce n'est pas une indication que tout va s'arrêter. Le Grand Paris, je dis encore. Vous dites encore. Jérôme Dubu. Oui, les entreprises disent encore également et toujours, puisque nous avons soutenu ce projet dès le début. En réalité, c'est pas tant sur le problème financier du milliard que vont se poser les problématiques, c'est sur le symbole qui est donné. Car chaque fois que nous allons à l'étranger, par exemple, ou que nous recevons des délégations de chefs d'entreprise étrangers, nous leur parlons du Grand Paris, nous présentons le Grand Paris, et ils sont particulièrement enthousiastes. Et évidemment, ils lisent la presse. Et ils voient bien qu'avec ce débat sur le milliard qui a été engagé cette semaine, on donne un mauvais signe, on donne un mauvais signal aux investisseurs en disant peut-être que ça ne se fera pas. Bon. Et donc c'est plus sur l'image et le signal qui est donné que sur le problème financier, puisque la Société du Grand Paris a assez de réserves, notamment l'argent des entreprises, parce que pour le moment, seules les entreprises financent ce dossier et cette réalisation pour démarrer les travaux. Donc un mauvais signal aux investisseurs et au développement économique. David de Rouet, on a vu le président de la région Île-de-France, président socialiste, oui. Il croyait quand même, il croyait qu'il obtiendrait gain de cause. Il y croyait. Moi, j'avais... vous l'avez vu peut-être dans la presse, dès le début, estimé que il serait difficile, en tout cas compte tenu des comptes de l'État, de avancer ce milliard. Et je pense que c'est une opportunité, au contraire. Non pas qu'il faille jeter le Grand Paris. Quand je dis il faut tout revoir, ça ne veut pas dire il faut tout jeter par la fenêtre, mais c'est une évidence que pour les créations d'emplois, réduire les inégalités sociales, les inégalités de territoire, il est nécessaire de remettre à plat le Grand Paris et de rééquilibrer les investissements en faveur de la Grande Couronne. Donc vous nous dites, moi j'en profiterai bien de ce moment un peu d'hésitation, où on sent qu'on a encore un peu de temps, pour renégocier le tracé. C'est ça que vous nous dites sur ce plateau ? Oui, parce que je pense que aujourd'hui le Grand Paris tel qu'il a été construit oppose les territoires. Je suis contre l'opposition des territoires entre eux. Et je suis pour que, évidemment, lorsqu'il y a 44% de la population Île-de-France qui habite en Grande Couronne, et qu'aujourd'hui seuls les départements de Grande Couronne voient le nombre de voitures par ménage augmenter parce que tous les réseaux sont saturés autoroutiers et qu'ils sont très mal desservis en transport en commun, eh bien il faut répondre à une double exigence, une exigence environnementale
sinon nous allons continuer à émettre des émissions de gaz de carbone, une exigence d'emploi, parce qu'il faut évidemment créer des transports qui soient adéquats via des grandes zones d'emploi maintenant qui se créent aussi, parce qu'il n'y a pas que les pôles d'excellence autour de la petite couronne, il y a aussi des grandes zones d'emploi qui se créent un peu partout dans la grande couronne. Et la troisième inégalité, qui est celle que les habitants de grande couronne ont, pour se rendre sur le lieu de travail, des temps de trajet doublés par rapport aux habitants de la petite couronne et des coûts de transport doublés également, puisque évidemment on ne va pas refaire le débat ici sur le prix du carburant, mais du coup ils sont obligés la plupart de prendre leur voiture. Emmanuel Lamy, vous avez entendu ce qui vient de nous être dit, vous dites bon, pourquoi pas? Je pense que recommencer à discuter je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui sur ce qui doit être fait. Mettre un peu plus l'accent sur la grande couronne me paraît raisonnable, ne serait-ce que parce que on a assisté ces dernières années à un développement de l'urbanisation en tache d'huile, avec pour conséquence une extension des réseaux de transport en commun et donc une fragilité des extrémités. On voit très bien avec le RER A et notamment le terminus Saint-Germain-en-Laye. Je crois que il faut aujourd'hui aller de l'avant. On peut mettre un peu l'accent sur la grande couronne, c'est juste, mais il faut aller de l'avant, ne pas remettre en cause ce qui a été fait, qui est issu d'un compromis que je qualifierais d'historique et d'autant plus difficile que les financements sont rares. Je crois que cette réflexion est aujourd'hui indispensable, et notamment la réflexion à la fois autour du réseau de transport et autour de la métropole. C'est pour ça que je crois que à côté de Paris Métropole, pour consolider Paris Métropole, le Grand Paris, il y a Paris Métropole, et pour moi les deux sont liés. On ne peut pas faire le Grand Paris sans avoir une réflexion sur Paris Métropole. Le phénomène métropolitain n'a pas été maîtrisé, il aboutit à un développement de différents pôles qui ont de plus en plus de mal à communiquer entre eux, et je crois qu'il y a aujourd'hui un moment important dans la réflexion. Avançons sur le Grand Paris et essayons d'intégrer un peu mieux cette réflexion sur la métropole, avec notamment, c'est vrai, tout ce qui concerne les marges extérieures, c'est-à-dire la Grande Couronne. Jérôme Dubu, comment vous réagissez à ces propositions? J'entends bien ce que dit monsieur le maire de Fleury-Mérogis, mais je ne partage pas du tout son opinion sur le fait de revoir le Grand Paris. C'est tout de même un projet qui a été lancé en 2007-2008. Bon, ça fait 4 ans, voire 5 ans maintenant que ce projet a été lancé. Il a fait l'objet d'un certain nombre d'enquêtes. Il a fait l'objet de centaines de réunions publiques où les habitants ont pu s'exprimer, où les élus ont pu s'exprimer, où les riverains, les associations ont pu s'exprimer, où les partenaires du développement économique ont pu s'exprimer. Bref, on arrive entre l'État et la région à un compromis que monsieur le maire a qualifié d'historique, qui effectivement n'était pas du tout évident parce qu'on partait de loin et que on avait des oppositions politiques entre les deux. Et aujourd'hui, on nous dit ah ben non, il faut une nouvelle échéance, il faut un nouveau compromis, il faut un refinancement des priorités. C'est la mission que Madame Duflot a lancée. Bref, je rappelle quand même que toutes les capitales européennes, toutes, se sont dotées d'un grand réseau de transport performant. Madrid a mis 5 ans pour se doter d'une rocade autour de Madrid, qui est très performante, qui concerne et qui d'ailleurs s'apparente à peu près au Grand Paris. Et nous allons précisément et prévisionnellement mettre 15 ans pour faire le Grand Paris Express. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Et on voit bien. Là, on a 2 ans qui ne servent à rien, entre guillemets. Oui, mais justement, on voit bien que plus on perd du temps, plus on perd en compétitivité, en attractivité du territoire. Et ce qui était une force pour l'Île-de-France, notre réseau de transport, est aujourd'hui une faiblesse. Quand vous interrogez les investisseurs étrangers, ils vous disent « Ah, oui, il y a 10 ans, vous étiez très performant. Aujourd'hui, non. Vous avez perdu en matière de performance, en matière de transport. Et donc, il n'y a vraiment pas de temps à perdre. » Alors, David Dereau n'est pas du tout d'accord. Et si je comprends bien, vous dites, pour nous, c'est une deuxième chance, cette histoire du milliard. Je pense que c'est une deuxième chance, pas seulement... je ne partage pas du tout les propos bien compris de que M. Dubu, mais c'est réciproque. Pourquoi? Parce qu'en réalité, d'abord, il faut être très honnête. Les 3/4 des habitants de l'Île-de-France ne connaissent pas les tracés du Grand Paris, n'en connaissent pas les tenants, les aboutissants. On va les remettre à l'antenne, parce que nous, on les montre tout le temps. Et ne connaissent pas réellement les coûts et quels sont les coûts via les différents projets. Le coût global, 35 milliards. 200 km, 35 milliards, dont 20, et puis 72 gares. Donc ça, les chiffres, on commence à les savoir. Oui, mais si vous voulez
dire que aucun francilien, et là je vous invite à faire le tour de la Grande Couronne avec moi, je veux bien qu'on discute avec les habitants et les acteurs économiques, vous verrez que les acteurs économiques de la Grande Couronne, où il y a des pôles d'excellence qui se développent, si je prends le territoire de la ville de Fleury-Mérogis, on a la plus grande maison d'arrêt d'Europe, on a la zone d'emploi qui crée le plus d'emplois en Essonne, avec dans la zone d'agglomération du Val d'Orge, et nous n'avons même pas de gare à Fleury-Mérogis. Ça pose un léger souci. Deuxièmement, vous parlez de la question de Madrid. Je trouve que c'est le plus mauvais exemple, parce que je voulais citer Madrid. Moi qui connais bien Madrid, comment s'est passé justement l'aménagement de Madrid? Vous avez une rocade autour de Madrid, et toute la grande banlieue de Madrid est devenue une immense banlieue mini-favelas, qui n'est pas du tout desservie et où tous les ouvriers... C'est pas le modèle pour vous. C'est pas un modèle, puisque justement Jérôme Dubu, toutes les inégalités sociales ont été mises à l'écart de la capitale, ce qui est un scandale. Et pour le coup, enfin, on peut visiter la banlieue de Madrid ensemble, vous verrez ce qu'elle donne. Et donc, troisièmement, moi je dis que, au contraire, je suis pour, aujourd'hui, un vrai problème de gouvernance. Moi, je suis pour qu'il y ait un pôle public de transporteurs publics, parce qu'il y a aussi un problème sur le monopole de certains transporteurs, notamment par exemple de bus, voilà, et qui font que, eh bien, les collectivités locales, les agglomérations... Un débat dans le débat. Jérôme Dubu, juste un point sur Madrid, peut-être. Vous n'avez pas la même vision de la métropole. Madrid, c'est un exemple que, effectivement, je connais bien. Et j'ai vu les développements économiques en 5 ans qui étaient consécutifs à la réalisation de cette rocade. Il est tout simplement phénoménal. Alors après, la crise est venue évidemment perturber le développement économique de cette région, car c'est une région, c'est pas seulement une grande métropole. Si vous prenez l'exemple de Londres, qui a complètement refait son réseau ferré et ferroviaire à l'occasion des Jeux Olympiques, ils l'ont fait également en 6 ou 7 ans. Bon, nous, on veut mettre le double. Alors ne perdons pas de temps. D'autant que, et ça commence dès cette année, on sait très bien que l'État est impécunieux et va avoir des difficultés à financer. Donc ce qu'on n'arrive pas à financer aujourd'hui, vous dites dans un an, D'ailleurs, dans les 20 milliards qui sont prévus pour Grand Paris Express, le protocole d'accord qui avait été signé entre l'État et la région ne prévoyait que 12 milliards, dont 9 milliards à la charge des entreprises, qui sont depuis 2 ans les seuls à payer. Parce que depuis le 1er janvier 2011, ce sont les entreprises qui, pour le moment, financent la Société du Grand Paris. Personne d'autre, ni les collectivités locales, ni l'État, puisque l'État n'est même pas fichu de mettre 1 milliard sur la table. Bon. Alors, Emmanuel Lamy, donc casquette UMP, vous avez vu que Valérie Pécresse a lancé une pétition immédiatement pour demander justement qu'on rende aux entreprises franciliennes les 311 millions d'euros prélevés chaque année. Vous dites c'est le jeu normal, c'est la politique, ou ça va au-delà? Non, il s'agit de poser une question pour provoquer une réponse, et une réponse positive. Il faut avancer sur le Grand Paris, le temps c'est de l'argent, donc évitons de gaspiller et du temps et de l'argent. Il faut aller vite. Dans ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître et déplorer que nos réseaux de transport connaissent aujourd'hui une situation qui n'est pas celle d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, nous étions exemplaires. Aujourd'hui, nous ne le sommes plus du tout. Je reviens encore sur le RER que je prends quotidiennement avec des millions de banlieusards. Donc, ne perdons pas de temps. Il n'est pas interdit de réfléchir à certains aspects. Je vous l'ai dit, moi, l'aspect métropole m'intéresse beaucoup. Mais il faut mettre en œuvre ce Grand Paris. Et il s'agit l'opposition est tout à fait dans son rôle de questionner, de poser les questions qui dérangent pour obtenir des réponses qui soient encourageantes. Et il s'agit de l'avenir de la région Île-de-France. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. La région Île-de-France, c'est la locomotive de notre pays. En tout cas, c'est la plus forte de toutes les locomotives. C'est la première région économique de l'Union européenne. On ne peut pas la laisser prendre du retard. Il y va de l'emploi, il y va du développement économique, il y va de notre position internationale et il y va aussi de notre vie quotidienne. C'était ce qu'il y avait de bien dans cet accord historique entre la gauche et la droite. Le Grand Paris Express, c'est-à-dire qu'on faisait se rejoindre une ambition internationale qui était celle du Grand Paris et la préoccupation quotidienne qui était plus du réseau Grand Paris Express. Aujourd'hui, je pense qu'on a un concept qui est à peu près approuvé par tout le monde. Mettons-le en œuvre, quitte effectivement peut-être à avoir quelques réflexions, mais pour moi elles sont à la marge. Je vous ai vu réagir, David Derouet. Oui, parce que ce projet ne fait pas du tout consensus, contrairement à ce qui est dit. On le sait très bien, des tonnes de contributions ont été écrites par les élus de la Grande Couronne. Ils n'y sont pas parvenus et les réflexions n'ont pas été... Tout le monde n'a pas pu être entendu, non.
non plus. Non, mais beaucoup ont été entendus et ont écrit des contributions. En réalité, elles ont terminé dans un placard et elles n'ont pas figuré dans les projets. Et là où justement il y a quelque chose qui est contradictoire, Monsieur Dubus, c'est que vous me parlez d'emploi et de développement économique. Moi, je vais prendre un exemple très clair. Vous avez la plus grande zone créatrice d'emplois en Ile-de-France qui se développe, c'est l'opération Cœur d'Orly, avec évidemment tout le pôle d'emploi Orly-Rungis-Thiais. Et finalement, ne figure pas dans le Grand Paris. Alors je suis plutôt d'accord sur la question de Paris Métropole que sur l'aspect du Grand Paris en lui-même qui, là, il y a un véritable déséquilibre en termes d'investissement. Sur cette zone-ci, vous avez eu le financement d'un tramway qui va jusqu'à Athis-Mons, alors même que toutes les études montraient que pour desservir correctement cette zone d'emploi, et donc les investissements, etc., et ce que vous défendez en théorie, eh bien finalement, lui n'est pas, en pratique, du coup, il n'est pas inscrit dans le projet du Grand Paris, alors même que, non, le prolongement du tramway, le projet du tramway Athis-Mons, Villejuif, Évry n'est pas intégré dans le projet du Grand Paris, ce qui était pourtant une logique absolument. Mais David de Rouet, on a déjà beaucoup de mal. Monsieur le maire, du coup là, ici, vous trouverez toujours des exceptions. Si vous voulez des intérêts particuliers qui l'ont emporté sur l'intérêt général. Quand on est élu, on n'est pas seulement élu pour la défense de son territoire, on est élu aussi pour l'égalité républicaine. Et c'est là où moi j'appelle un peu tous les élus à avoir un peu de hauteur vis-à-vis de ce Grand Paris. C'est-à-dire que on ne dépend pas que de son territoire. L'égalité républicaine, aujourd'hui, elle n'est pas respectée dans ce Grand Paris. Et la hauteur, c'est de considérer que, comme l'a dit Monsieur le maire de Saint-Germain, que l'Île-de-France, c'est la locomotive de la France, que depuis 10 ans, nous nous traînons avec une croissance de 1 à 2% par an, alors que d'autres métropoles font 5, 6, 7, voire plus de pourcentage de croissance par an, et que nous sommes à la traîne. Bon, voilà. Donc, de deux choses une. Ou bien on considère ces petits intérêts particuliers. Moi, j'aime beaucoup votre commune, et je trouve que c'est une très belle commune, et vous êtes sûrement un très bon maire. Simplement, chacun ne peut pas avoir ses intérêts particuliers dans cette affaire de Grand Paris. Elle dépasse ses intérêts particuliers. Nous-mêmes, nous avions d'autres revendications. Nous voulions qu'il n'y ait pas de rupture de charge sur une liaison Roissy-Paris, direct. Bon, on ne l'a pas obtenu. Nous voulions également que le pôle de Cergy-Pontoise, alors pour le coup, le Val d'Oise est le grand perdant de cette affaire, beaucoup plus que l'Essonne. Autant que l'Essonne. Non, beaucoup plus. Le grand pôle de Cergy-Pontoise, qui est un pôle de développement économique, qui est un pôle universitaire reconnu, qui marche bien, qui était un cluster d'avenir, n'a pas été retenu. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas remettre en cause le Grand Paris sous prétexte qu'il y a des exceptions. Oui, il faut dire en effet que ceux qu'on a beaucoup entendus cette semaine, c'était notamment la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le président communiste front de gauche du Conseil général a vraiment un peu rué dans les brancards. On a entendu les chambres de commerce et d'industrie, on a entendu la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics. Voilà, on a un peu l'impression qu'il y a quand même un émoi, je dirais, assez important de ceux qui pensaient que la machine était réellement enclenchée. Alors je comprends très bien vos arguments, David de Rouet. C'est intéressant que vous. Mais ce ne sont pas que mes arguments. Il y a quand même plus de la moitié des élus de la Grande Couronne qui sont contre le projet tel qu'il est en l'état. Non pas qu'ils veulent opposer les territoires entre eux, non pas qu'ils disent que les projets aujourd'hui dans le Grand Paris ne sont pas pertinents. Ils disent simplement qu'il faut rééquilibrer les investissements de sorte de pouvoir desservir les grandes zones d'emploi et d'habitation de la Grande Couronne. Juste un exemple quand même extrêmement important. Aujourd'hui, les plus grandes zones d'habitation, désormais le développement économique se fait évidemment en Grande Couronne parce que c'est là où il y a le foncier disponible. Or, l'emploi et les entreprises se développent plus vite que les infrastructures pour desservir les zones d'emploi et les zones d'habitation. Et quand, du coup, vous avez des prix doublés et que vous savez désormais que dans le diagnostic même du Grand Paris, et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que les propositions ne correspondent pas au diagnostic. Vous avez la démonstration que la majorité désormais des déplacements se font interdépartements et pas des départements vers Paris. Parce que les flux de déplacement se sont changés et notamment ils se font vers les centres de loisirs, vers les liés aux achats et liés aux études et que tout ça n'y répond pas forcément. Il y a une nécessité de rééquilibrer. On parle vraiment pas du même Grand Paris. On parle pas du même Grand Paris, c'est intéressant et on voit qu'on a introduit un peu le verre dans la pomme avec ce délai supplémentaire, peut-être. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. BFM Business. Grand Paris, Caroline Brun sur BFM Business.
Et on reprend notre débat sur l'avenir du Grand Paris, avenir rose, avenir noir. Pas facile de faire la part des choses. Je rappelle que je reçois Emmanuel Lamy, le maire UMP de Saint-Germain-en-Laye, Jérôme Dubu, le délégué général du MEDEF Île-de-France, et David Derouet, le maire socialiste de Fleury-Mérogis. Alors je vous avais promis notre extrait, je vais vous le passer tout de suite parce qu'on va essayer de voir concrètement ce milliard dont on dit finalement on pouvait s'en passer, quelles implications concrètes et puis qu'est-ce qui va se passer très concrètement jusqu'à 2015. Alors petit extrait avec Jean-Yves Le Bouillonnec, donc élu PS, président du comité stratégique de la Société du Grand Paris, et puis l'avis de Daniel Canepa, le préfet de la région. Ils étaient tous les deux là à la mi-septembre. Nécessité pour la Société du Grand Paris de recevoir 1 milliard sur le budget de l'année 2013. Il n'y a pas cette nécessité. Mais ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que la Société du Grand Paris ait, de la part de l'État, la mise en œuvre effectivement des modalités de ce financement. C'est-à-dire qu'il faut que l'État dise maintenant de quelle manière il assumera sa contribution, qui est de 4 milliards d'euros, à la démarche de réalisation du Grand Paris Express. Alors, je dirais qu'on peut commencer, même si l'ensemble de ces moyens n'est pas inscrit dans le projet pluriannuel de loi de finances. Mais il y aura un inconvénient parce que la Société du Grand Paris, quand elle va se retourner vers la Banque européenne d'investissement, par exemple, ce qu'elle envisage de faire, bien sûr, pour assurer l'emprunt, sera affaiblie dans sa discussion avec la Banque européenne d'investissement parce qu'il n'y aura pas le milliard déjà affiché comme, je dirais, assurance en quelque sorte de l'accompagnement de l'État sur cette affaire. Et par conséquent, les conditions dans lesquelles elle pourra aborder cet emprunt seront extrêmement plus mauvaises. Et là, pour le coup, il peut y avoir un décalage au niveau financier, mais pas dû à la technique, mais dû à la finance. Donc Emmanuel Lamy, on a parlé beaucoup du temps et puis maintenant on parle de l'argent. Alors au fond, y a-t-il un enjeu réel, concret, avant 2015 à ce milliard? Vous avez entendu l'argumentation de Daniel Canepa. Il serait mieux qu'il soit là dès maintenant. S'il est là dans un an, ça sera moins bien, mais je pense que ça ne remet pas en cause le projet. Moi, je pense que ces débats sont assez loin des préoccupations des uns et des autres. Justement, quand ça commence, c'est la préoccupation des Franciliens. Alors, on le sait, la Société du Grand Paris a une trésorerie suffisante pour engager déjà un certain nombre de travaux. Encore une fois, c'est vrai que si le milliard était là, ça serait plus facile pour aller plus vite. Mais moi, je voudrais dire que je me préoccupe, par exemple, de savoir ce qu'il va y avoir dans le budget du syndicat des transports d'Île-de-France pour l'année prochaine. Il y a des projets importants de rénovation du matériel qui circulent sur les lignes RER. Est-ce que là, le plan de renouvellement du matériel va être au rendez-vous? S'il ne l'était pas, il me semble que ça serait au moins aussi grave pour la vie quotidienne des Franciliens que le fait que le milliard soit décalé. Jérôme Dubu? Oui. Je crois que, et le préfet Canepa l'a bien dit, c'est un dossier excessivement sensible. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Et j'ai l'impression que, d'ailleurs, c'était un peu ce qui se passait avant le 6 mai, mais à front renversé, c'est-à-dire que l'opposition d'alors disait « mais où est le milliard ?» au gouvernement de François Fillon. Où est le milliard? Bon, alors maintenant, le milliard, c'est l'inverse, c'est l'opposition actuelle UMP qui dit « mais où est le milliard ?» Bon. Mais tout ceci est scruté à la loupe par l'étranger. Et je crois qu'on n'a pas conscience des dégâts que ça peut faire en matière d'investissement, donc en matière de manque de croissance, en matière d'insécurité finalement économique pour les entrepreneurs. Quand on vous dit en 2013 on est sûr qu'on va démarrer. Et effectivement, la Société du Grand Paris a les moyens financiers de le faire. Elle a commencé à faire des sondages, elle a fait un certain nombre d'études. Bref, tout ceci était sur les bons rails. Mais depuis 4 mois, il faut reconnaître qu'on a eu des déclarations de Madame Duflot en disant « je veux rendre le Grand Paris aux citoyens ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que les chefs d'entreprise sont aussi des citoyens. Deuxième déclaration de Madame Duflot et de Monsieur Huchon nous disant que finalement la Société du Grand Paris n'était pas utile et que c'était le STIF qui devait tout reprendre, juin de cette année. Et puis maintenant, on a cette affaire du milliard. Moi, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ce que l'on dit. Ne remettons pas en cause
un dossier essentiel, un projet essentiel pour l'Île-de-France qui, une fois de plus, faisait à peu près consensus entre les partis. David Derouet, alors vous allez me dire non, ça faisait pas consensus, ça, on a bien compris Non, en vous écoutant. Je voudrais que vous reveniez sur Madame Duflot. Je vais revenir sur autre chose parce que... Attendez, juste vous allez répondre à la question, puis après vous allez revenir sur ce que vous voulez. Au début, on sait bien qu'elle n'était pas très emballée par le projet. Maintenant, on a plusieurs interlocuteurs qui nous ont dit non, très sincèrement, elle le porte vraiment. Vous avez ce sentiment-là, vous qui êtes si intéressé par les sujets environnementaux, comme vous nous l'avez dit. Elle est forcément liée par la solidarité gouvernementale, on va pas se mentir. Moi, je connais beaucoup de Verts qui ne sont pas du tout emballés et qui ne restent pas emballés par le projet Grand Paris. Voilà. Moi, la question... En dehors des schémas traditionnels du MEDEF qui forcément envoient des signes de crainte et de peur traditionnels, que ce soit les délocalisations, ils sont toujours justifiés dans vos propos, mais ils ne sont pas toujours justifiés dans la réalité. Sur le fait que d'un seul coup, tout le monde va quitter la barque française parce que il est mis de côté pendant une année 1 milliard. Bon, voilà. Moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est la question de la qualité des conditions de transport des Franciliens. Alors aujourd'hui, je ne peux pas et nous ne pouvons pas accepter, moi, tout comme le président de l'agglomération du Val d'Orge, tout comme d'ailleurs le président de l'agglomération d'Evry, qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, que, eh bien, 44% de la population Île-de-France se voit condamnée à continuer à avoir le nombre de voitures augmenté et ses temps de trajet pour se rendre sur leur lieu de travail augmenter et du coup leurs conditions de pouvoir d'achat baisser, alors même que le journal économique qui a été présenté avant montrait que les inégalités sociales et les bas salaires continuaient évidemment à croître. Et deuxièmement, moi je suis pour un pôle public de transport public parce que quand le MEDEF est très empressé, si vous voulez, de faire démarrer les travaux, alors que les analyses des transporteurs publics, notamment leurs propositions, diffèrent un peu dans leur diagnostic des propositions du Grand Paris. Je dis attention, je ne sais pas si derrière il n'y a pas une volonté farouche à un moment donné de poursuivre une privatisation du système des transports et d'enrichir quelques grands puissants lobbies financiers, alors que l'urgence est aujourd'hui plutôt de rééquilibrer les investissements envers les citoyens, où je suis d'accord, les chefs d'entreprise sont également des citoyens, j'en ai 120 sur mon territoire. Jérôme Dubu, vous allez répondre. Oui, je vais et répondre. Après, on va conclure. Je vais répondre parce que j'avoue cet argument-là, je n'y avais pas pensé. Il est assez tordu. Privatisation rampante. Il est assez tordu, non, mais écoutez, il n'y a pas de privatisation rampante. Je ne sais pas ce que c'est que cet appel au loup de la privatisation. Ça n'a rien à voir. C'est vous qui les faites. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec le Grand Paris. En réalité, ce qui se passe, c'est que nous avons besoin de ce projet pour l'emploi et pour les salariés, car comme vous le dites si bien, effectivement, il y a un certain nombre de salariés qui, et on se rend compte dans les entreprises, vivent dans des conditions de transport catastrophiques. Bon, voilà. Et tous les matins, les chefs d'entreprise voient des gens stressés arriver dans leur entreprise, en retard, parce que le train n'a pas fonctionné, ou le RER est en panne, ou il y a une grève, etc. Bref, donc toujours une dégradation du système existant. Pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas investi depuis EOL. Nous n'avons pas investi dans les transports en Île-de-France, dans les grandes infrastructures, depuis 1992. Bon, alors on est en 2012, il est temps de rattraper ce retard. Et plus on attendra, plus on remettra en cause, moins les salariés pourront bénéficier de ces améliorations, et plus ils seront stressés, plus ils arriveront en retard, plus on perdra de la productivité, et moins on créera d'emplois. Voilà, c'est assez simple. Emmanuel l'a mis un peu en grand sage, je dirais. Quand vous écoutez tout ce qu'on a entendu cette semaine, hein, quand même, il y a eu beaucoup de buzz autour de ça. Est-ce que, très honnêtement, vous vous dites quand même, on n'est pas très bien parti? Non, moi je reste optimiste. Même si je ne partage pas les options idéologiques du nouveau gouvernement, je pense que c'est un intérêt général évident que d'avancer le plus vite possible sur le Grand Paris. Donc alors, on va surmonter... Il y a l'épisode du milliard. Je ne le considère pas comme catastrophique. Il est regrettable, mais il ne doit pas nous empêcher d'avancer. Vous savez, la qualité de vie des gens aujourd'hui, pendant longtemps, on a considéré qu'elle était liée à leur résidence. Aujourd'hui, c'est la résidence plus la mobilité. Si on a un lieu de résidence agréable, mais des conditions de mobilité épouvantables, la qualité de la vie est complètement détériorée. L'intérêt du Grand Paris, c'est que c'est la première fois
Depuis de l'ouvrier, mais même du temps de l'ouvrier, on n'avait pas vu les choses comme il fallait. C'est la première fois que l'on associe transport et résidence. Les deux sont absolument liés. C'est une avancée qui peut être fantastique. Il faut maintenant la mettre en œuvre. Oublions les idéologies, oublions les querelles de personnes. Ce milliard, si on l'a pas tout de suite, c'est regrettable, mais on l'aura demain et on se battra tous pour l'avoir demain. Mais de grâce, avançons. Jérôme Dubu, avançons, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aura une opération pigeon sur le Grand Paris? Parce qu'on voit qu'elle a eu du succès. Oui, attendez, le texte n'est pas voté. Attendons le projet de loi de finances. Je me méfie toujours des amendements à 4 heures du matin où il y a 3 personnes dans l'hémicycle, soit au Sénat, soit à l'Assemblée. Là, on a des mauvaises surprises parce que nous, effectivement, on n'est plus là. Donc, action concrète alors? Non, le million n'est pas l'alpha et l'oméga du grand. Le milliard, pardon, n'est pas l'alpha et l'oméga du Grand Paris. Bien évidemment, on peut avancer. Simplement, je crois que derrière ce projet, d'ailleurs, de transport, il y a un projet logement, puisqu'il est prévu 60 à 70 000 logements par an. Il y a un projet de développement économique, il y a un projet de création de grands territoires prioritaires en matière économique, où on lie l'emploi, la mobilité et le travail, ainsi que l'habitat. Et donc tout ceci doit s'enclencher. Donc là, on est à la première étape. Donc c'est peut-être la plus difficile. Il faut passer la première vitesse. Après, la seconde et la troisième seront peut-être plus faciles. Mais il faut la passer. David de Rouet, la Grande Couronne, la Grande Couronne. Je sais pas, la Grande Couronne, je considère qu'il y a des projets pertinents à Paris Métropole comme dans le Grand Paris. Je dis simplement qu'il s'agit d'un rééquilibrage obligatoire. Et donc une réécriture du projet. Une réécriture du projet, mais ça ne veut pas dire que les projets aujourd'hui qui sont là ne sont pas pertinents. Simplement, vous parlez c'est aujourd'hui la vie familiale compliquée dont vous parlez, Monsieur Dubu, elle frappe la Grande Couronne. Ce sont ces habitants-là qui en souffrent aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir débattu de ce sujet dont, à mon avis, on va reparler assez souvent sur ce plateau. On marque une pause et puis une actualité ludique pour terminer. La Nuit Blanche, c'est samedi. On va vous donner quelques idées.